le 13h. Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. L'affluence dans les centres de vaccination, c'est le but car la cadence doit encore s'accélérer. À Bruxelles, un nouveau lieu est même accessible. L'hôpital militaire Alison Delpierre est sur place. L'effervescence aussi sur les terrasses pour accueillir un maximum de clients. Les communes proposent des espaces supplémentaires. Nous en parlerons avec Anne-Catherine Croufer du côté de Spa. L'un des plus grands réseaux de pédopornographie démantelé en Allemagne. 3 personnes ont été arrêtées, mais il y aurait plus de 400 000 membres. Détail avec David Philippot d'ici quelques minutes. Une toute première bière belge fruitée et sans alcool. Le marché du 0 degré séduit de plus en plus de brasseurs. Nous le verrons dans ce journal. Et puis, le piano est prêt à Flagey. Le concours Reine-Elisabeth commencera cet après-midi. Et Sarah Hendricks nous l'expliquera. Il n'y aura pas de public cette année. Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. La semaine démarre sur les chapeaux de roue avec un vaccin toutes les 2 minutes. C'est en tout cas le souhait en Wallonie. 230 000 doses sont disponibles cette semaine. La cadence va s'accélérer et c'est le cas aussi à Bruxelles avec ce matin l'ouverture d'un nouveau centre à l'hôpital militaire. Reportage sur place de Alison Delpierre. Convocation à la main, ils sont plusieurs dizaines à attendre leur tour ce matin pour se faire vacciner ici. Rendez-vous à 10h33, 10h33. Et pour certains, pas sans impatience. On s'inscrit sur liste d'attente et à peu près une semaine après, j'ai été contactée via le numéro de téléphone que j'avais renseigné pour me demander si cette date me convenait. Voilà, donc c'est parfait. On a ouvert Bruvax il y a pas tellement longtemps, je me suis inscrit directement et 3 jours après j'avais le rendez-vous et la confirmation pour la deuxième dose déjà. Donc, Ce centre situé à l'hôpital militaire démarre donc son premier jour, un rendez-vous que ne voulait pas rater Rudy. J'ai préféré venir me faire vacciner ici parce que, étant un ancien militaire et connaissant bien la maison et connaissant les gens, je sais que tout se passerait admirablement bien. Au total, 70 militaires travaillent dans ce centre de vaccination pour assurer la logistique et atteindre les objectifs. Nous allons vacciner pendant le mois de mai à raison de 5000 vaccins par semaine. Ceci nous permet en fait de nous préparer également à la seconde dose, donc la seconde dose qui devra être administrée à partir du mois de juin et donc nous permettre également d'augmenter la capacité pour atteindre 50 000 vaccins par mois dès le mois de juin, pour autant que les vaccins suivent bien entendu. Et ce centre ne sera pas destiné qu'aux Bruxellois. Nous servons de centres de vaccination pour la population bruxelloise. Nous servons aussi de centre pour la distribution et la préparation des vaccins pour les prisonniers comme pour les gardiens de prison et également pour vacciner des Belges qui se trouvent à l'étranger et qui n'auraient pas la possibilité d'être vaccinés à l'étranger. L'hôpital militaire devient le 2e plus grand centre de vaccination bruxellois et compte bien jouer un rôle d'accélérateur dans la campagne de vaccination. Et devant ce nouveau centre bruxellois, nous retrouvons Alison Delpierre. L'objectif, clairement, à Bruxelles comme en Wallonie, c'est d'accélérer la cadence et de vacciner de plus en plus de monde. Eh bien oui, exactement. Et ce centre, il a ouvert ce matin à 9h45. Mais il aurait dû ouvrir il y a un mois déjà. Les militaires étaient prêts, mais à cause de retard dans l'arrivée des doses de vaccins, eh bien, cela a été retardé de quelques semaines. Alors aujourd'hui, 500 personnes étaient déjà inscrites pour se faire vacciner. Mais vous l'avez entendu dans le reportage qu'on a réalisé, eh bien, cela va s'accélérer fortement dans les jours, voire les semaines à venir. Alors, Alison, il y a aussi une autre question qui est dans l'air à propos de vaccination. On pourrait vacciner les jeunes, donc les 16-17 ans, dès l'été prochain. Eh bien oui, c'est en tout cas un sujet qui est sur la table de la Task Force Vaccination. Et ce vaccin qui pourrait être administré à cette tranche d'âge, eh bien il s'agit du Pfizer. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a déjà reçu l'aval de l'Agence européenne des médicaments pour cette tranche d'âge. Alors ce n'est pas tout. D'autres firmes pharmaceutiques sont pour l'instant en train de réaliser des essais cliniques sur les enfants. Mais la décision finale, elle reviendra quand même aux politiques de savoir si oui ou non ils vont décider de faire vacciner les moins de 18
18 ans. Il faut savoir qu'ils représentent à peu près 1/5 de la population globale, c'est-à-dire 2,3% de Belges. Avec ce chiffre, eh bien, on comprend bien que si ils veulent atteindre les 70% de personnes vaccinées en Belgique, eh bien, il faudra notamment le faire avec cette tranche d'âge. Sans eux, ce sera bien plus compliqué. Merci beaucoup Alison pour toutes ces explications. Il y a donc de plus en plus de monde dans les centres, nous l'avons vu, car de plus en plus de vaccins à administrer. Mais ces centres, justement, le personnel de ces centres pourra-t-il suivre la cadence? C'est bien là la question du jour. Et Sandrine Lambiotte, Benjamin Maury et Benjamin Carlier vont y répondre. Il tourne presque déjà à plein régime. Tous les jours sauf le dimanche, 150 infirmiers, des médecins, des préparateurs et des agents d'accueil se relaient ici entre 7h et 22h pour administrer les vaccins. Le centre de vaccination de Namur est une machine bien huilée, mais augmenter les capacités d'accueil risque par contre d'être difficile. Là, bientôt, les étudiants vont être en blocus, ils vont être en examen. Donc on ne pourra plus compter sur les étudiants en médecine, sur les étudiants infirmiers. Et il va falloir du renfort pour augmenter les capacités. On arrive au bout de nos carnets d'adresses, oui. En juin, pourtant, 2 fois plus de doses de vaccins seront disponibles chaque semaine en Wallonie. 86 lignes supplémentaires devront donc être ajoutées. Certaines d'entre elles pourraient être installées dans ce hall de 8000 m², voisin du centre existant. Mais le problème sera aussi ici de trouver assez de personnel pour encadrer l'organisation quotidienne du centre. Je vais dire que c'est notre plus gros challenge. Autant pour la construction, c'est notre métier, donc ça nous fait moins peur. Autant pour le personnel, comme on arrive dans des mois qui sont un petit peu plus compliqués, que ce soit pour les examens des étudiants ou les vacances qui arrivent, on espère avoir encore du personnel facilement à disposition. Pour le médecin responsable du centre, il faudrait peut-être du coup revoir la liste des personnes habilitées à administrer le vaccin. Il y a un arrêté ministériel qui était passé un peu inaperçu et qu'on est en train d'explorer, qui est peut-être de demander à du personnel médical, on ne va pas demander à tout à chacun de venir se former à la vaccination, mais ce n'est pas non plus un acte technique très compliqué, donc on pourrait très bien imaginer que des aides-soignantes, par exemple, bénéficient d'une surveillance et d'une supervision pour pouvoir administrer les vaccins. Pour le gouvernement wallon, cette solution ne sera utilisée qu'en tout dernier recours. Il reste encore assez de personnel disponible dans les réserves. Les centres de vaccination pourraient également voir leurs horaires d'ouverture élargis ou ouvrir le dimanche pour administrer toutes les doses plus rapidement. Et puis cette information importante à propos du vaccin AstraZeneca. À Bruxelles, en tout cas, le délai est raccourci entre les 2 doses et il passe de 8 semaines au lieu des 12. Détails à lire sur notre site internet RTBF Info. Et puis la reprise se prépare dans le secteur Horeca. Samedi, ce sera bien sûr le grand jour pour la réouverture des terrasses. Et restaurateurs et cafetiers peuvent compter sur l'aide des communes. Geoffrey Michaud, Vincent Bayonnet et Sophie Mergen se sont rendus dans le Hainaut et en Brabant wallon. Sur cette terrasse, 12 personnes seulement peuvent être attablées. Niveau rentabilité, on repassera. Alors pour mettre un peu de beurre dans les épinards, la commune d'Ytre vient de mettre ce terrain à disposition de ses restaurateurs. Une aubaine, vu le contexte. On était excités. On avait plein de projets en tête. Je pense qu'on n'a même pas dormi la nuit. Donc on était vraiment... on avait plein de projets. On va faire un petit coin apéro, un petit coin boisson, tapas. Voilà, quelque chose qui change. Parce qu'on avait déjà le resto, la petite terrasse, on va faire un repas normal. Et ici, ça sera vraiment pour les week-ends, pour s'amuser, un peu de musique. Voilà, ça sera... ça va nous faire du bien quand même. Autre commune, autre initiative. À Binche, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour réaménager la Grand Place. Le week-end, la petite centaine de places de parking va être sacrifiée au profit de l'élargissement de toutes les terrasses. Autrement dit, le samedi et le dimanche, une Grand Place piétonne. Tout le monde pourra prendre un verre, manger un bout, sans avoir les gaz d'échappement, sans avoir les bruits de klaxons, sans avoir les démarrages de voitures. Tout à fait, on libère la Grand Place. Ici, les cafetiers recevront aussi une prime de 2 000 € pour pouvoir acheter le mobilier nécessaire. Avec l'intérieur qui reste pour l'instant fermé, cette aide est plus que bienvenue. Si on n'avait pas eu cette extension, je pense que ça ne valait pas la peine d'ouvrir. C'est bon, il faut enclencher le personnel, il y a les commandes, il y a tout. Donc, et après, il faut subvenir à tout ça. Donc je pense que le bon temps et l'extension des terrasses va nous faire travailler. Maintenant, en croisant les doigts que par après, la météo reste aussi avec nous. Reste que ces aides sont très disparates d'une commune à l'autre. Certains établissements sans terrasse resteront bel et bien fermés.
Oui, nous le voyons. Heureusement, l'imagination est au rendez-vous pour pouvoir aménager les terrasses. Anne-Catherine Croufer, vous êtes du côté de Spa où du matériel communal, là, carrément, va être mis à disposition des patrons. Tout à fait, avec un petit air de Noël. Alors nous sommes ici aux ateliers communaux de la ville de Spa et vous le voyez derrière moi, eh bien il y a des chalets, 8 chalets qui sont utilisés au village de Noël et qui sont mis à disposition des exploitants de la ville de Spa s'ils le désirent. Alors soit pour mettre sur leur terrasse existante, soit pour ceux qui n'ont pas la place pour mettre une terrasse, eh bien ils peuvent aller à un autre endroit de la ville et là disposer du chalet. Je vous propose tout de suite d'écouter l'interview de Francis Bastin, l'échevin du commerce de la ville de Spa que nous avons interrogé tout à l'heure avec Denis Galland. Cet emplacement-ci serait réservé pour y mettre un chalet. L'établissement est fermé depuis 1 an et demi au moins, mais ici donc on mettrait le chalet et la terrasse, bien entendu, pour un autre exploitant de la ville de Spa qui ne possède pas donc de terrasse et il pourrait exploiter ce chalet et cette terrasse durant le moment, jusqu'au moment où il y a les restaurants qui vont rouvrir. Alors il y en a certains exploitants qui sont hésitants à accepter ce chalet, même s'il est gratuit, parce qu'admettons que ce chalet est tout à fait à l'opposé de la ville, eh bien ils doivent transporter les boissons et également avoir une surveillance de nuit. Alors chalet ou pas chalet, en tout cas les terrasses seront ouvertes le 8 mai dans la ville de Spa. En attendant, eh bien nous fermons boutique. Anne-Catherine est experte pour servir les bières à consommer avec modération, bien sûr. Et nos voisins français commencent aussi à déconfiner. Alors, pas de réouverture de terrasses au programme, mais bien celle des écoles. Et ce n'est pas tout. Les déplacements sont à nouveau autorisés. Maxime Dumoulin, vous êtes à Maubeuge. Et nous, du coup, allons-nous pouvoir passer la frontière pour, par exemple, aller faire nos courses en France ? Alors, pour répondre à votre question, je vais devoir me servir de la formule célèbre oui et non. En fait, même avant cette première phase de déconfinement ici en France, qui va durer plusieurs semaines jusqu'à l'été, les Belges qui vivaient dans un bassin transfrontalier, donc à moins de 30 km de la frontière belge, pouvaient déjà venir ici en France pour faire leurs courses, par exemple, ou toute autre activité qu'ils jugeaient importante. Donc, pour cette première question, oui, dans ce cas-ci, rien ne change. En revanche, pour les autres Belges, la France exige toujours un test PCR qui sera fait avant d'entrer sur le territoire et ce, peu importe la durée du voyage sur place. En fait, la vraie nouveauté ici dans l'Hexagone, c'est une liberté de déplacement retrouvée. Fini l'attestation pour se déplacer au-delà de 10 km de son domicile. On peut à nouveau voyager d'une région à l'autre en toute liberté. Ça, c'est valable évidemment pour le résident français, mais donc vous l'aurez compris aussi pour le voyageur belge. Alors, petit rappel important, quand vous retournerez en Belgique, il faudra toujours remplir le fameux formulaire du voyageur, le PLF, qui reste d'application en Belgique après un voyage à l'étranger de plus de 48 heures. Et dernière précision, il y a ici en France un couvre-feu, il ne faut pas l'oublier, dont l'amplitude est un petit peu plus longue qu'en Belgique, puisqu'il va de 19h le soir à 6h le matin. Merci beaucoup Maxime. Et puis quelques images aussi d'autres pays européens où la vie reprend petit à petit. En Italie, regardez, les visiteurs peuvent à nouveau profiter de la célèbre Tour de Pise. Du côté de Florence, la ville retrouve ses touristes. Même tableau à Venise. Et puis en Espagne, certains événements emblématiques comme les corridas ont également repris avec une partie du public. À suivre dans ce journal, le procès de Nordal Lelandais. Cet ancien militaire est jugé pour le meurtre d'un caporal. Rappel des faits dans un instant. Une immersion sous terre dans les anciens sites miniers, des lieux aujourd'hui inondés. Nous le verrons. Et puis Romelu Lukaku a fêté seul le titre de l'Inter dans les rues de Milan. Ce sera l'une des images de notre zapping du lundi. Mais tout d'abord, à la une de l'actualité à l'étranger, ce réseau de pédopornographie démantelé en Allemagne, l'un des plus importants au monde. Et pour les précisions, nous rejoignons notre correspondant David Philippot. David, on parle de 400 000 membres.
Effectivement, avec des clients donc, dans le monde entier, puisque l'enquête coordonnée par Europol a duré plusieurs mois et a nécessité la collaboration de plusieurs polices néerlandaises, suédoises, australiennes, américaines et canadiennes. On ne l'a appris que ce matin, mais ce coup de filet date de la mi-avril avec des arrestations au Paraguay et en Allemagne. 4 citoyens allemands entre 40 et 60 ans. C'étaient les administrateurs de ce réseau caché sur le web, sur le Darknet. Ils donnaient des conseils à leurs clients pour éviter de se faire prendre en surfant sur cette plateforme contenant, je cite le communiqué de la police, des images d'abus sexuels très graves sur de très jeunes enfants. Il y a eu une 5e arrestation, celle d'un des clients les plus actifs, un individu de 75 ans. Basé à Hambourg, qui avait posté sur le réseau, écoutez-moi bien, plus de 3500 messages, photos et vidéos. Ce démantèlement met donc fin aux activités d'un nouveau réseau pédophile en Allemagne après les affaires dans l'église et la condamnation la semaine dernière d'un ancien international de foot allemand. Condamnation, Ophélie, pour détention et diffusion d'images pédopornographiques. Merci pour ces précisions. C'était David Philippot en direct à Berlin. En France, un procès important s'ouvre aujourd'hui, celui de Nordal Lelandais. Cet ancien militaire est impliqué dans la mort de la jeune Maëlys. L'affaire a fait beaucoup de bruit, mais il est ici jugé pour des faits antérieurs, le meurtre d'un caporal. Julie Rance avec Esmeralda Labi. Sous bonne escorte, Nordal Lelandais est extrait de sa prison. L'ancien militaire de 38 ans est arrivé tôt au palais de justice. 120 journalistes sont accrédités. La personnalité et le parcours meurtrier de l'ancien maître chien intriguent médias et curieux. La crainte d'éventuels débordements autour d'un procès qui échauffe les esprits est bien réelle. Alors les parents du caporal noyé, la victime, ont demandé à tous les soutiens de la famille d'être le plus digne, le plus serein possible, dans la salle d'audience, mais aussi à l'extérieur. Nous sommes prêts. Voilà. Ça va être une épreuve supplémentaire, c'est évident. Nous appelons à la dignité de tous et au respect. Voilà, c'est tout. Merci. Dites-nous quand même. C'était le 12 avril 2017. Arthur Noyer vient de passer la soirée en discothèque. Il est pris en stop par Nordal Lelandais à Chambéry. Pour un motif inconnu, les deux hommes se disputent. Lelandais reconnaît avoir donné des coups très violents à Arthur Noyer avant de déposer son corps sur le bas-côté d'une route de montagne. Et c'est justement ce que détestait Arthur, la haine. Sérénité, apaisement et justice, c'est ce que demande la famille et c'est ce que nous essaierons de toujours respecter pendant ces journées d'audience. Plusieurs expertises psychologiques décrivent Lelandais comme un individu mythomane, incapable d'éprouver de la culpabilité, souffrant de carences affectives, excité par l'alcool, les drogues ou le sexe. Comme dans l'affaire Maëlys, dont le procès devrait débuter en 2022, l'accusé affirme qu'il ne voulait pas tuer le jeune chasseur alpin. Le verdict est attendu le 12 mai prochain. Nordal Lelandais risque 30 ans de réclusion criminelle. Découverte à présent d'une école pas comme les autres en Chine. On y apprend à détecter le vrai du faux, entendez par là les contrefaçons. Et elles sont nombreuses dans ce pays où le luxe a la cote. Vincent Oufti avec Aurélie Didier. Comment savoir si cette montre de luxe est authentique ou si c'est une contrefaçon? Ce sont les petits détails qui peuvent le révéler. La vérification d'une montre porte principalement sur l'axe et la pointe de l'aiguille. La pointe d'une vraie montre est très pointue et l'imitation est de mauvaise qualité. Et cette chaussure, à quoi faut-il faire attention? Les marques utilisent beaucoup de polices qui sont différentes sur les chaussures, les sacs, les portefeuilles, la petite maroquinerie et les vêtements. Vous devez savoir quelle police associée à quel article. Zhang Shen a fondé une société de vente d'articles d'occasion de luxe il y a plus de 10 ans à Pékin, en Chine. Mais qui dit occasion, dit risque de contrefaçon. Zhang Shen est devenu un spécialiste pour les reconnaître et désormais, il enseigne aussi son savoir à d'autres commerçants ou futurs commerçants.
Je ne suis pas originaire d'une ville de premier rang, mais de Foshan, une ville de deuxième ou troisième rang. Et même là, j'ai constaté que la plupart des gens autour de moi, y compris mes clients, ont des produits de marque de luxe. Certains étudiants sont d'anciens contrefacteurs qui souhaitent se réorienter vers un travail plus légal. En 10 secondes, il est possible de savoir si un produit est authentique ou pas. Plus de la moitié des marchandises que nous manipulons sont fausses. Parmi elles, 2 tiers sont des faux assez grossiers et on peut les reconnaître au premier coup d'œil. Et 1 tiers sont de bonne imitation. Mais nous avons constaté que la proportion d'imitations de haut niveau augmente ces dernières années. La vérification des produits de luxe est appelée à devenir de plus en plus high-tech, les maisons de couture introduisant des puces pour retracer le pédigré des produits. Et des contrefaçons, il y en a aussi dans le domaine de la bière. Mais là, je vais vous parler d'une autre tendance dans ce secteur, le sans-alcool, qui est en train de conquérir de plus en plus de parts de marché. Une bière belge fruitée et 0 degré vient par exemple d'être lancée par la célèbre brasserie Saint-Feuillin dans le Hainaut. Place donc à la dégustation avec Cédric China, Joël Maïkowski et Mathieu Van Winkel. La première bière fruitée bio et sans alcool de Belgique, la voilà. La Grisette 0. Les premières bouteilles sont parties vers les distributeurs. Question principale, qu'est-ce que ça goûte ? Écoutez, elle goûte bien les fruits. Donc au nez, on va vraiment retrouver la framboise, en bouche le cassis, framboise, cerise. Ce qui est bien aussi avec cette bière, c'est qu'on a la fraîcheur du froment qui est utilisée pour la bière blanche de base. Et la demande est là. 30% des consommateurs de bière disent boire une sans-alcool de temps en temps. Objectif, 5% du marché belge et bien plus encore ailleurs. On n'a jamais caché le fait qu'on aimerait se développer en export. Et il y a des pays à l'étranger où le marché sans alcool est plus que la moitié du marché total de la bière. Donc il va de soi que c'est une partie de la solution, mais de dire maintenant que tout le marché belge va évoluer vers une consommation sans alcool, c'est pas ce que nous visons. Côté production, la bière sans alcool est produite ici, dans la même installation que la bière avec alcool, pour une bonne raison. À la base, c'est la même bière. Dans notre cas, nous avons choisi la désalcoolisation par distillation sous vide. Et donc, en effet, on va d'abord réaliser une bière tout à fait classique avec production d'alcool. Et on va ensuite enlever cet alcool avec ce processus de distillation. Et c'est justement ça qui freine d'autres brasseurs, le processus de désalcoolisation. Une procédure assurée dans une autre usine à quelques kilomètres de là. Procédure qui enlève le goût de l'alcool, évidemment, mais aussi une partie des autres saveurs. Si on doit créer un jour une bière sans alcool, nous, on a vraiment envie de développer le caractère houblonné de cette bière sans alcool, avec une amertume bien présente. Et donc, voilà, si on arrive un jour à mettre au point une recette pour aller dans ce sens-là, alors on est prêt aussi à mettre sur le marché une bière sans alcool. Réticents ou convaincus par le marché de la bière sans alcool, les brasseurs sont partagés, mais tous le disent d'une seule voix, vu les techniques actuelles, ce ne sera jamais le même plaisir. Et le plaisir par contre de la grande musique avec le concours Reine-Elisabeth qui démarre ce lundi. Le piano est à l'honneur et nous allons retrouver Sarah Hendricks à Flagey où se déroulera la première épreuve, mais il n'y aura pas de public cette année, Sarah. Ah oui, à partir de 16h, 58 candidats vont se succéder sur ce magnifique piano préparé spécialement pour eux ici au Studio 4 de Flagey. Et la salle ne sera en fait pas beaucoup plus remplie que maintenant. Et vous le voyez, elle est complètement vide. Seront seulement autorisés en fait les membres du prestigieux jury qui devront être bien distanciés les uns des autres. Un membre de famille d'accueil par candidat qui sera en fait une personne qui aura conduit le candidat jusqu'ici. Et quelques techniciens qui vont permettre de retransmettre cette première épreuve en direct sur Ovio. Alors c'est clair que ce sera évidemment très particulier, mais pour les organisateurs comme pour les musiciens, il valait mieux un concours sans public dans la salle que pas de concours du tout, comme c'était le cas l'année dernière. Et du coup, pour la première fois de l'histoire du concours, le jury a décidé d'applaudir, parce que d'habitude c'est le public qui applaudit, le jury se doit d'être tout à fait impartial, mais les membres du jury ont fait des tests dans cette salle et ils se sont dit que c'était la meilleure solution. Je vous propose tout de suite d'écouter le président du jury. C'est trop dur de ne avoir aucun applaudissement, de ne pas avoir de retour du tout. C'est très très déconcertant et donc on a décidé
que le public et tous ceux qui sont présents dans la salle pour des raisons professionnelles, les caméramans, les techniciens de salle, etc., applaudiront de façon mesurée, bien entendu. Et il y aura quand même un petit retour, de sorte à ce qu'il y ait un tout petit peu d'interaction, je dirais humaine, qui se crée parce qu'elle est très importante pour les musiciens. Et ça comblera pas tout à fait, bien entendu, mais ça donnera quand même un peu d'interaction avec les musiciens. Voilà le décor planté grâce à vous. Merci beaucoup, Sarah Hendricks. Nous partons à présent dans les profondeurs avec une véritable plongée dans les anciens sites miniers. Quelques passionnés explorent aujourd'hui ces lieux inondés. Découvrons donc ces images à couper le souffle avec Benjamin Mars, notre confrère de Matélé. Une ardoisière comme vous ne l'avez probablement jamais vue. Plongée découverte à plus de 40 mètres de profondeur dans les entrailles d'une mine ardennaise. Ces plongeurs anversois se sont spécialisés dans l'exploration de ces anciennes galeries de mines de l'Ardenne, aujourd'hui inondées. Ici, dans l'ardoisière de Halle-sur-Semois, le temps semble s'être arrêté au milieu du siècle dernier. Plezier om dan hier te duiken. Nous avons beaucoup de plaisir en plongeant ici. Pour la petite histoire, cela fait des années que personne n'y était venu. Qui nous a titillé, le site est peu connu finalement. Une fois dans l'eau et parfaitement équipé, l'exploration de cette zone de l'ardoisière de Halle peut débuter. Après quelques minutes sous l'eau, les deux plongeurs remontent à la surface, rapidement bloqués dans leur tentative. Là où il y a danger, l'aventure sous l'eau s'arrête. Het kan op sommige momenten wat gevaarlijk zijn, vooral instortingen. On scanne les endroits qui sont un peu plus dangereux, là où ça peut s'effondrer, même si la roche est encore très stable dans cette mine. Par contre, il faut veiller à ne pas s'accrocher avec les poutres poreuses dans les galeries. Nous ne prenons aucun risque inconsidéré, le temps dans l'eau est calculé. We nemen geen onnodige risico's, het is altijd berekend. Deuxième essai quelques mètres plus loin. Et cette fois, les deux plongeurs vont pouvoir s'aventurer un peu plus loin et plus en profondeur. C'est très intéressant d'entrer dans ces galeries. Il y a l'aspect historique des choses et aussi le défi sportif. Chaque endroit a quelque chose de spécial, ses petites caractéristiques. C'est très joli de plonger ici. Ces plongeurs anversois ont fait des ardoisières leur principal terrain d'exploration, un hobby qu'ils exercent très régulièrement en Ardennes namuroises et luxembourgeoises, avec un intérêt certain pour le patrimoine minier de notre région. Et d'autres lieux insolites sont à découvrir sur le site vivreici.be. Continuons notre plongée dans le monde du sport avec le zapping du lundi. Samy Cusin et Gérald Wery nous proposent des images insolites et puis les derniers résultats du week-end. Regardez. Un match de fou, impossible de le zapper. Bruges et Anderlecht nous ont offert un récital avec 4 buts en deuxième mi-temps et un partage 2-2 spectaculaire dans la journée d'ouverture des champions play-off. Bruges qui ouvre la marque, Anderlecht qui égalise et puis prend l'avantage avant que les Brugeois ne rétablissent l'équilibre à 1 minute de la fin. Bruges qui fait la bonne affaire en conservant la tête avec 8 points d'avance. On reste dans le foot complètement fou avec Romelu Lukaku qui célèbre seul dans les rues de Milan le sacre de l'Inter champion d'Italie, la plus belle année de sa carrière avec 21 buts inscrits. On zappe vers la Pologne où notre relais mixte du 4x400 a terminé 4e de la finale des World Relay à Chorzów. Dylan Borley, Cynthia Bolingo,
Camilo et Kevin Borlée ont peut-être manqué un peu de carburant après avoir assuré la qualification samedi de tous les relais pour les mondiaux d'Eugène aux États-Unis. États-Unis justement, Salt Lake City dans l'Utah, c'était la finale du championnat de motocross le plus relevé et le mieux payé de la planète. Le Supercross US, officiellement championnat du monde. 2 Européens seulement sont parvenus à décrocher le titre depuis sa création en 1974. Le pilote allemand Ken Rogzen a failli devenir le 3e, mais c'est un Américain qui remporte de nouveau le titre, Cooper Webb, coaché par le Belge Roger de Coster. On traverse l'Atlantique, direction le Tour du Rwanda qui a démarré ce week-end avec un savoureux mélange d'équipes nationales algériennes, éthiopiennes, rwandaises et des équipes pro et continentales. Kigali au Rwanda, qui est candidate, tout comme Tanger au Maroc, à l'organisation des championnats du monde en 2025. 2025 décrété année de l'Afrique par l'Union cycliste internationale. Enfin, retour à Zaventem où ce matin, Remco Evenepoel s'est envolé direction le Giro d'Italie pour son grand retour à la compétition. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité à la mi-journée. Dans un instant, vos infos météo avec Stéphane Piedboeuf. Et juste après, affaire conclue. Très belle après-midi sur la Une. Je vous dis à demain.